Nous aimons notre sport, nous aimons voir la compétition, le frisson de la victoire, la joie du repos après un entraînement intensif et éventuellement le plaisir pendant l'effort. Nous les humains avons prospéré grâce à notre capacité d'endurance. Cela nous a donné la domination sur les autres espèces et sur le monde. Notre évolution de chasseurs, cueilleurs et éventuellement travailleurs nous a permis de continuer à prospérer. La transition vers un mode de vie plus sédentaire dans le dernier siècle nous oblige à faire de l'exercice pour maintenir ses objectifs de santé physique et mentale. L'exercice est donc essentiel à notre survie. Il contribue à notre croissance de manière saine et productive. La question que nous voulons poser aujourd'hui, c'est dans quelle manière le sport, et le sport d'élite en particulier, le sport de haut niveau, contribue à faire avancer la société. Ou est-il simplement contre-productif vers cet objectif de santé? Bien que les compétitions existent depuis l'aube des civilisations pour tester et améliorer les compétences et les performances, nous avons continué à inventer de nouveaux sports et compétitions pour survivre dans les guerres, les combats ou les conditions environnementales. À la suite de Pierre de Coubertin et d'autres, nous avons créé de nombreux événements pour motiver les citoyens modernes, moins actifs, à vivre une vie meilleure et plus saine. L'exercice, le sport et les compétitions sont quelques-uns des piliers de notre vie moderne. Nous le détestons, mais nous devons quand même faire de l'exercice. Nous l'aimons et choisissons un ou plusieurs sports. Nous l'adorons et participons à des compétitions. La société a créé de nombreuses compétitions internationales comme arènes pour mesurer les performances. Au tournant du siècle, il n'y avait que 3 à 4 grandes compétitions par an pour tous les sports. Le nombre d'événements ne cessa d'augmenter, capturant toujours plus de spectateurs et du temps de réflexion, du temps loin des soucis habituels et des problèmes sociaux. En 2024, le nombre d'événements internationaux est énorme et cela exclut toutes les grandes compétitions nationales qui attirent aussi de nombreuses personnes. Comme souvent dans le développement humain, les activités se sont éloignées de l'objectif ultime de maintenir la santé de l'humanité pour se tourner vers la recherche de la richesse et de la célébrité. Le sport est désormais une industrie majeure et le sport d'élite est sa vitrine marketing attirant les foules et l'admiration des spectateurs. Il est difficile d'estimer l'économie ultime du sport. Rien qu'en Angleterre, les activités économiques liées au sport ont été multipliées par 9 en 25 ans. Le revenu seul des stades sont étonnants avec plus de 2 milliards de dollars pour la Ligue majeure de baseball, un sport d'été qui se déroule pratiquement dans un seul pays. Les revenus du sport sont difficiles à estimer car ils proviennent de nombreuses sources directes et indirectes. Les fans, les produits, les participations sont les parties les plus mesurables. Mais cela exclut d'autres éléments connexes, le parrainage indirect, la nutrition sportive, le dopage. Les équipements sportifs à eux seuls devraient atteindre 229 milliards de dollars en 2029. Les spectateurs et les participants ont augmenté de 100 milliards de dollars en un an. Le sport est une industrie incroyable qui continue de croître à un rythme impensable, même en période de crise économique. Cette croissance semble ne jamais avoir fin. Cela entraîne un besoin d'événements toujours plus attractifs, de records et de meilleures performances. Cela a atteint 500 milliards de dollars en 2024, une augmentation de 6% par an. Le sport d'élite s'est éloigné des performances humaines normales et a créé un monde artificiel. Beaucoup, de manière incompréhensible, suivent les performances des athlètes avec avidité. La recherche de la place ou de la performance ultime cache le manque total de réalité et d'égalité du sport d'élite.
On nous fait croire que le sport d'élite moderne est un lieu où l'on peut observer l'esprit sportif, l'égalité des chances, l'équité, la force mentale, la ténacité et la détermination de l'être humain. Rien n'est plus faux. L'accent est mis sur les gagnants et les champions. Les autres sont dans l'esprit de la plupart des gens considérés comme des perdants, des fragiles, des faibles, oubliés. Plus nous célébrons et valorisons les champions, plus nous dénigrons les autres. Si vous osez en écouter davantage et mettre de côté la critique des contenus syntactiques ou contextuels et rejeter la logique de la réalité de la vie, vous pourriez aborder différemment le sport d'élite et renouveler votre envie de faire de l'exercice. Vous verrez que le contexte social n'égalise pas les bases, ce qui entraîne des chances très inégales de briller. Vous verrez comment les technologies, dans des domaines très inattendus, deviennent le principal moteur de victoire, donnant des avantages aux mieux sponsorisés. Vous verrez aussi que la génétique montre que nous ne naissons pas égaux, certainement en termes de performance, et que vos plus grands champions ne méritent pas votre adulation, mais peut-être simplement votre curiosité. Vous verrez que les améliorations fallacieuses ou fictives de tout type et de toute provenance font des compétitions officielles une parodie de ce qu'elles sont censées représenter. Avec des substances très efficaces mais autorisées, telles que la ventoline ou la créatine, avec des TUI, des dérogations pour usage thérapeutique, nouvellement créées, autorisant n'importe quelle justification médicamenteuse, avec de nombreux médicaments encore inconnus, sans test développé ou simplement non testables, avec les maigres fonds disponibles pour tester les produits, avec de nombreuses possibilités d'éviter, de minimiser ou de contrôler les tests, avec des acteurs ayant un intérêt direct à soutenir ce progrès artificiel et à maintenir l'opacité des performances. J'espère que vous développerez un amour pour le sport et pour tous ses bienfaits. Comme vous avez peut-être laissé derrière vous votre déni du réchauffement climatique, vous pourrez peut-être aussi revenir à la pureté du sport pour sa valeur, en toute sécurité, proprement, traditionnellement et équitablement, sans soutien de tricherie ou compensation pour vous-même ou votre santé, laissant derrière des événements internationaux, tromperies, corruption et exploitation. J'espère que vous développerez l'envie de donner le meilleur de vous-même, mais pas d'être le premier. Vouloir être le premier est ce qui amène les excès, la tricherie, la corruption. Viser simplement à être le meilleur de soi est un véritable objectif équitable avec toutes les vertus du sport. Nous ne partons pas sur un pied d'égalité. Aujourd'hui, avec les différences sociales, les technologies en constante évolution, les anomalies génétiques et la disponibilité d'améliorations artificielles, être le premier implique nécessairement un avantage en toutes ses caractéristiques, loin de l'équité, du dynamisme et de la détermination. Essayez d'être votre meilleur. Qu'entendons-nous par sport? Le mot sport vient du français d'esport, qui signifie divertissement. Mais la définition du Robert se concentre désormais sur l'exercice physique, une activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect de règles. Dans les années 1900, seuls quelques privilégiés pouvaient pratiquer un sport. Selon Pierre de Coubertin, les compétitions, les Jeux olympiques, devaient être réservées aux non-professionnels. Cela signifiait ceux qui n'avaient pas de profession, ceux qui n'avaient pas besoin de travailler. Ces personnes privilégiées avaient besoin de faire de l'exercice pour améliorer leur santé. Les autres, les professionnels, les ouvriers, en faisaient suffisamment. Dans le monde entier, les quelques privilégiés étaient ceux qui se trouvaient au sommet de la pyramide. Cette petite pyramide de ce qu'on appelait alors l'élite. Les compétitions ont été initiées, notamment les Jeux olympiques, qui ont finalement ajouté l'objectif de voir la limite du corps dans l'exécution de diverses fonctions. À quelle hauteur peut-on sauter? À quelle vitesse peut-on courir ou nager? Combien de temps peut-on nager ou courir? Quelle est la force de l'homme pour soulever des objets ou même quelles sont les limites de l'endurance? La comparaison avec d'autres espèces a toujours été une favorite, mais quelle que soit la façon dont nous le faisons, nous ne serons liés qu'à notre physiologie. Oui, nous pouvons battre un escargot en son hauteur, mais la plupart des espèces sont meilleures que nous, même les insectes. Les compétitions au sein de notre espèce
nous permettent de pousser les athlètes vers de nouvelles limites. Nous continuons à battre des records et les records de tout type seront améliorés au fil du temps. L'élite n'apparaît pas. Elle doit s'extraire des athlètes du niveau international. Ils proviennent d'un pool encore plus grand de compétiteurs nationaux de toutes les nations, résultant de la pratique du sport au niveau régional et local. Dans cette pyramide à large base, la plupart restent à leur niveau. L'élite profite des bienfaits de l'entraînement. Les athlètes et les entraîneurs améliorent également les techniques de chaque exercice. Ces techniques peuvent être d'efficacité pour gagner en vitesse, en hauteur ou en longueur, ou pour faire plus dans le même temps, ou même éviter les blessures dues à des mouvements répétés erronés. Dans ce contexte, la compétition devient importante et nécessaire. Elle permet à chaque individu de voir si l'exercice est bien fait et s'il peut être encore mieux fait par rapport aux autres, ou s'il faut repousser ses limites plus loin. Battre des records est un indicateur important pour l'humanité sur l'efficacité du mouvement, mais n'est pas aussi précieux que les améliorations apportées par chaque individu pour améliorer ses propres performances à tous les niveaux de la pyramide. Pour améliorer l'entraînement, il est préférable de faire des séances d'entraînement en groupe. Pour les sports collectifs, il semble évident que le succès d'une équipe dépend de la cohésion du groupe. Les capacités individuelles des membres de l'équipe doivent être quelque peu homogènes pour que l'équipe soit performante. S'entraîner en équipe pour les sports individuels semble moins évident, mais tout aussi crucial pour le succès et le développement individuel. La motivation est accrue par le travail avec d'autres. Le jogging ou la natation seule n'apporte jamais les mêmes bénéfices que l'émulation d'un groupe. L'entraînement en groupe renforce les règles et le respect apportés par le sport. Les joggeurs, cyclistes, nageurs, solitaires finissent par faire des exercices ennuyeux et inefficaces. Les séances d'entraînement fixes avec des intervalles mixtes et variés rendent la performance et l'efficacité extrêmement précieuses. Le plus important cependant est l'aspect social de l'entraînement en groupe, l'interaction sociale avant, pendant et après l'entraînement. Nous pouvons convenir que le sport et l'exercice physique sont importants pour la survie de l'humanité. La compétition est un bon moyen de mesurer les différences, les progrès et l'efficacité. Nous pouvons convenir que le sport et l'exercice physique sont importants pour la survie de l'humanité. La compétition est un bon moyen de mesurer les différences, les progrès et l'efficacité de la réalisation d'exercices correctement afin d'attester les limites que l'homme peut atteindre en général ou individuellement. Nous pourrions terminer cette vidéo ainsi et nous contenter de cela. Le sport est important et la compétition aide à la motivation et à la mesure. En effet, tous les sports ont des règles et des événements organisés, aident à mesurer avec précision dans le temps des performances comparables. Mais les cartes ne sont pas distribuées de manière égale. Bien que l'on semble prôner une compétition loyale à tous les niveaux, la compétition n'a rien de loyal. Le premier aspect est l'énorme disparité en ce qui concerne la capacité d'entraînement, l'accessibilité aux installations ou tout simplement le retard d'adaptation aux nouveaux moyens. La capacité à s'entraîner est fonction du temps disponible pour suivre les exigences minimales pour atteindre un niveau compétitif. Cela nécessite plusieurs heures d'entraînement par jour. Ce n'est pas une évidence pour la plupart de la population. Les travailleurs, c'est-à-dire les vrais travailleurs qui doivent travailler 8 heures par jour ou plus avec des tâches physiquement exigeantes, ont beaucoup moins d'avantages à consacrer du temps quotidien pour l'entraînement. Les employés de bureau douillets pourraient avoir une vie plus facile. Il en va de même pour les étudiants. Ceux qui ont besoin de temps pour des études difficiles et qui doivent en plus travailler pour les payer ne pourront pas s'entraîner avec autant d'assiduité que ceux qui ont des frais de scolarité payés ou qui n'ont simplement pas d'études. Imaginez que vous n'ayez pas besoin de travailler pour étudier, que vous ayez tout l'argent que vous souhaitez. Pas besoin de travailler, pas besoin d'étudier, pas besoin d'argent. Vous pourriez avoir une grande capacité à vous entraîner, à vous améliorer et à gagner plus d'argent. Le sport, c'est l'argent. Bien qu'il soit difficile d'évaluer avec précision, tous les athlètes de tous les sports gagnent une vie confortable. Les meilleurs revenus de 2023 sont étonnants. Leurs revenus annuels sont déraisonnables. Les ligues majeures aux États-Unis attirent des athlètes du monde entier et semblent difficiles à battre avec des moyennes en millions. Bien qu'il existe un écart entre les sexes, les athlètes féminines gagnent des revenus très raisonnables par rapport à la moyenne. Même dans les sports mineurs comme la natation, les revenus divulgués peuvent être très intéressants. Le nouveau venu, Léon Marchand, vaut déjà, paraît-il, 2 à 3 millions de dollars. D'autres revenus sont moins transparents et jouent un rôle important, comme les bourses sportives aux États-Unis, où les diplômes universitaires coûtent environ 160 000 $, ou les parrainages qui peuvent être très opaques.
Dans de nombreux pays développés, les athlètes recevaient des allocations allant de salaires directs à l'aide sociale, allant de 500 à des multiples de 1000 selon le sport et les niveaux. Ce n'est pas l'égalité au départ pour la plupart des pays et la plupart des gens. La plupart des gens n'auront jamais la chance de pouvoir atteindre des niveaux plus hauts. Nous ne sommes pas égaux. Le deuxième levier important est l'accès aux installations. L'accessibilité aux installations est importante et diffère selon les sports. Les installations sportives telles que les pistes d'athlétisme bien équipées, couvertes en cas d'intempéries, les piscines et les gymnases sont facilement disponibles dans certains pays, alors qu'elles sont très rares ou simplement inaccessibles dans d'autres. Disposer d'installations adaptées, disponibles à des horaires adaptés de manière régulière, est un élément déterminant pour les athlètes. Cela crée d'énormes différences entre les nations. De plus, l'accès au coaching, aux entraîneurs de haut niveau a un prix. Le coaching pourrait permettre d'atteindre le sommet. Cela comprend des mesures précises, non pas de la performance, mais de la physiologie des athlètes pendant l'entraînement et le repos. Cela est coûteux et sophistiqué, mais ne donne pas l'avantage. Il n'y a pas d'égalité au départ. Le nombre toujours croissant de sports et d'épreuves n'aide pas les moins lotis à concourir. Tout est une question d'argent. Ce problème s'aggrave chaque année avec le nombre de sports augmentant sans cesse. Aux premiers Jeux Olympiques, en 1896, il y avait 9 sports pour 83 épreuves. En 1906, 13 sports pour 78 épreuves. Moins de 20 sports en 1972 pour 195 épreuves. Rio 2016 comptait 28 sports pour 306 épreuves. 33 sports à Tokyo en 2020 pour 339 épreuves. Ceci est une façon de diluer la valeur des performances. De nombreux pays n'ont d'ailleurs aucune chance dans certains sports. Les sports d'hiver sont pratiquement interdits dans toute l'Afrique et dans la plupart des pays d'Asie et d'Amérique latine. Les piscines sont inexistantes dans certains pays alors que l'Australie en compte 1,5 million pour ses 25 millions d'habitants. Certains sports nécessitent d'énormes investissements comme le canoë pour avoir des installations de qualité olympique pour s'entraîner toute l'année. Seuls 10 ou 15 pays disposent d'installations d'entraînement en eau vive artificielle pour le canoë et le kayak. Poignées en ont plus d'un, ce qui en fait un événement très restrictif, contrairement au football ou à l'athlétisme qui sont bien plus démocratiques. Un troisième aspect des différences sociales pour le sport d'élite est la progression par rapport à la performance. La capacité à s'entraîner et à accéder aux installations permet progressivement aux certains athlètes de rivaliser avec les meilleures nations. Tous les athlètes ont tendance à progresser, mais pour être au sommet, c'est souvent une question de timing. Chaque athlète peut se motiver en regardant les records précédents ou les performances olympiques et en jugeant que le record d'un ou de deux vainqueurs précédents est facile à atteindre. Par exemple, regardez le 200 mètres papillon qui a été remporté en 2000 en 1 minute 55 pour le premier et 1 minute 58 pour le huitième. En 2004, le vainqueur était à 1,54 et le huitième 1,57. En 2008, il a été remporté par Phelps en 1,52 tandis que le huitième a fait 1,55. Si vous ne faites pas partie de l'élite, en vous entraînant aussi dur que possible, plus dur que ceux qui ont atteint le top il y a 8 ans, vous ne ferez jamais partie de l'élite. Les performances sautent rarement d'échelon. Elles sont sujettes à des progressions en ligne droite pénibles. Les nations retardataires s'améliorent plus rapidement, mais restent toujours une ou plusieurs Olympiades en arrière. Les différences sociales ou l'accès sont très différents dans les sports. La capacité sociale à s'entraîner, l'accès aux installations, le timing pour rattraper le retard sont des bons moteurs pour s'améliorer pour les nations. La compétition nous permet de mesurer l'écart pour atteindre le sommet. En tant que spectateurs, nous avons tendance à comparer notre nation aux autres. Nous avons tendance aussi à oublier que le point de départ n'est pas le même. Certes, le professionnalisme peut être interprété comme du nationalisme. Certaines nations sponsorisent largement leurs athlètes avec un soutien financier et des installations et des entraîneurs parfaits. Est-ce que cela fait partie de la compétition? Si nous admettons qu'une nation ou un club peut avoir 20 athlètes sponsorisés et bien payés qui s'entraînent dans des installations de premier ordre, rivaliser avec des athlètes qui doivent payer et travailler à côté, la vision de la concurrence est biaisée. Pour illustrer le sujet d'aujourd'hui sur le contexte social pour atteindre le niveau international, je voudrais donner une petite touche personnelle. En effet, j'ai atteint le niveau international en étant champion national et plusieurs records nationaux pour atteindre le niveau des 10 meilleurs mondiaux.
Je partage mon exemple, non pas parce qu'il est unique, mais au contraire parce qu'il est assez typique de la plupart des athlètes avant, mais certainement aujourd'hui aussi. Ceci illustre l'aspect social discuté dans les vidéos, la capacité à s'entraîner, l'accès aux installations et la progression vers la performance. J'ai donc commencé ma courte carrière à 12 ans dans une petite ville qui avait une piscine et un club qui permettait un entraînement 3 à 4 fois par semaine, pas assez pour atteindre un niveau national décent. À 14 ans, j'ai réussi à intégrer un pensionnat qui avait une piscine, un entraîneur et une bonne équipe sur les lieux. Ceci permettait d'avoir 2 entraînements journaliers après l'école, 6 jours par semaine, ce qui est un minimum pour atteindre le niveau national, voire international. Plus tard, dans une université américaine, les installations, les entraîneurs et les équipes compétitives, les groupes compétitifs sont nombreux. Un groupe compétitif est important pour progresser en natation. La natation est un sport individuel qui se pratique en groupe. On ne peut pas maintenir 2 entraînements journaliers, 5 heures du matin, seul. On a besoin d'un groupe compétitif pour s'entraîner, pour progresser, pour se stimuler. Vous voyez, l'accès et la capacité à s'entraîner sont essentiels pour une progression minimale. Mais un groupe compétitif est essentiel. La progression vers la performance est aussi un autre aspect différent qu'il est important d'évaluer. Dans le temps, sans Internet, il fallait trouver une liste des 10 ou des 100 meilleurs nageurs du monde pour se faire une opinion sur le niveau à atteindre. On regarde le meilleur et si on a l'ambition, on se dit voilà le but à atteindre dans 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. On travaille très dur et éventuellement on arrive à cet objectif. Mais voilà, le train de l'élite est déjà parti, la progression a continué. Seulement si vous faites partie d'un groupe d'élite, vous pouvez évaluer ce qu'il faut faire pour progresser au top. Dans une petite équipe, on ne veut pas évaluer jusqu'où doit aller la performance. L'émulation ne suffit pas. Elle peut même être contre-productive. Un autre aspect est que la fenêtre d'opportunité est très réduite. À 18 ans, on atteint la maturité, un petit peu plus tôt peut-être pour les filles. Dans le passé, vous avez peut-être 2 ans, voire 4 si vous avez de la chance, avant de devoir arrêter pour des études plus poussées ou simplement pour travailler. De plus, il y avait très peu d'opportunités internationales, championnats du monde ou Jeux olympiques tous les 4 ans. Votre maturité, l'accès à l'entraînement de haut niveau en 2 ou 4 ans est une seule opportunité. À 22 ans, c'est en général fini. Aujourd'hui, les carrières commencent à 22 ans. Les athlètes sont payés, sont professionnels et jusqu'à avoir des récompenses très lucratives. Le sport d'élite a donc plus à voir avec une profession, à faire son job, qu'avec de la motivation, du courage ou de l'abnégation. Voilà, j'espère que cela illustre notre thématique sur l'aspect social pour atteindre le niveau international. Nous avons abordé l'aspect social du sport qui construit ou non l'élite. Cela n'a pas été trop controversé. Si vous osez vous mettre au défi, l'aspect technologique du sport et du niveau d'élite vous ouvrira les yeux bien plus loin. La technologie joue un rôle bien plus important que vous ne le pensez. Des progrès considérables des athlètes ne sont pas nécessairement le résultat d'un entraînement plus dur, d'une motivation plus forte. Si vous osez, nous avons hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo.